Alors, je voudrais vous présenter Baptiste Pespatin, que je remercie encore de venir nous accompagner tout au long de cette journée. Donc, Baptiste est docteur en sciences de l'éducation, associé au laboratoire Experis à l'université de Paris 13. Sa thèse était le prolongement d'un Master 2, à finalité recherche, en sciences du jeu. Et déjà, Baptiste s'intéressait au jeu des enfants et aussi au rôle des animatrices et des animateurs au sein des accueils collectifs de mineurs. Alors, ces travaux portent donc sur le jeu, ses usages, ses formes, et plus largement le loisir des enfants et des jeunes, en relation aussi avec les acteurs qui les encadrent et avec ce travail dont je parlais à l'instant des animatrices et des animateurs. Il s'agit donc d'interroger les pratiques de loisirs, les formes d'éducation et d'apprentissage dans des situations qui sont peu ou pas formalisées. Ces objets de recherche se sont étendus à la suite de sa thèse à des pratiques proches telles que le playwork au Royaume-Uni, dont il vous parlera mieux que moi. Par ailleurs, il est membre du réseau thématique Sociologie de l'enfance au sein de l'Association internationale des sociologues de langue française et de l'Association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation. Alors, quelques publications que je vous recommande vivement et qui sont tout à fait passionnantes et très éclairantes pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Un dossier jeux et animation des évidences en question dans Sciences du jeu, des articles dans des revues à comité de lecture, un article dans Sciences du jeu, animé et joué, rencontres et confusions, et je crois que Baptiste va nous parler justement aujourd'hui des confusions, des clarifications nécessaires. En 2018, donc ça c'était en 2019, en 2018, loisirs et éducation, la formalisation éducative des jeux dans un accueil périscolaire à la Revue française de pédagogie. Et puis, en 2017, une publication internationale dans Journal of Playwork Practice, Losing the Monopoly, a French Experience of Playwork Practice. Voilà, avec Brougère et Roucous. Merci à tous et très belle journée. Alors, pour commencer, je voulais déjà remercier pour l'invitation et pour avoir l'occasion de présenter mes travaux devant vous. Je suis plutôt habitué à d'autres mondes et à d'autres interventions plutôt du côté du monde de l'éducation populaire et des formations universitaires. Donc, c'est aussi très intéressant pour moi de rencontrer la CARDI, aussi la formation continue des enseignants et des enseignantes. Donc, j'espère que ces quelques éclairages pourront vous apporter des éléments de réflexion, d'analyse autour du jeu. Je vais juste commencer le préambule, juste donner quelques éléments sur qui je suis, qu'est-ce que je fais. Donc, je fais de la recherche sur le jeu, ça reste un objet relativement mineur dans la recherche, on n'est pas beaucoup. J'appartiens à un petit laboratoire qui s'appelle Experis, qui travaille sur le jeu depuis les années 80. On n'est pas beaucoup non plus, et en sciences de l'éducation, on a cette particularité de tous les collègues qui travaillent ensemble, de travailler sur tout ce qui est l'éducation en dehors de l'école. Et donc tout ce qui peut être des apprentissages qui se dérouleraient en dehors de l'école. Donc c'est là où on est un peu marginaux à bien des égards, et des fois on se demande bien qu'est-ce qu'on fait sur l'éducation, ou du moins c'est des questions que peuvent nous poser nos collègues. À quoi bon travailler sur le jeu? Est-ce que c'est pas un peu trop frivole pour y passer autant de temps et de travaux et d'argent? Mais c'est encore une autre question. Je travaille essentiellement sur l'animation culturelle, donc les pratiques d'animateurs, d'animatrices, mais aussi du bibliothécaire, et donc dans quelle mesure ces professionnels aussi qui s'intéressent au jeu et qui font jouer les enfants peuvent rencontrer à la fois des difficultés et parfois des réussites. Et il me semblait intéressant de proposer un peu ce décalage par une autre profession qui aussi mobilise le jeu et qui parfois, bien des égards, peuvent rencontrer les mêmes difficultés que peuvent avoir les enseignants et les enseignantes qui, dans d'autres travaux, ont pu mettre en évidence. Je ne travaille pas sur l'enseignement, je ne travaille pas sur l'école, et il m'est arrivé d'être enseignant il y a quelques années de ça, et j'enseigne surtout à des licences de sciences de l'éducation ou des bibliothécaires, ce qui est encore un autre public, mais je connais un peu la difficulté d'engager et de mettre au travail un groupe d'étudiants ou d'élèves de manière plus générale, une difficulté que je peux, je pense, partager largement avec vous. Ce que je peux dire aussi par rapport à ce matin, ça ne sera pas ludique. Je suis largement désolé, c'est à la fin pourquoi, ou comprendrez mieux pourquoi ma position initiale. L'idée c'est d'avoir une approche assez généraliste du jeu, c'est d'avoir un peu, finalement, quand on parle du jeu, de quoi parle-t-on, essayer de détricoter un peu ce qui peut recouvrir ce terme relativement complexe, dont on a tendance peut-être, comme le disait très bien Jérôme, à idéaliser, voire mythifier, voire magnifier. C'est encore
d'autres termes possibles. Un deuxième point, je mettrai assez volontairement à l'écart la question de la psychologie, hein, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas formé en psychologie, et il me semble qu'on a tout intérêt aussi à ouvrir la question du jeu à d'autres disciplines. Et ça ne tient pas qu'à moi, hein, ça tient au fondateur du laboratoire dont je participe, à Corleo, qui était philosophe, mais aussi à Gilles Brogère, qui a effectué ses travaux en sociologie et en éducation. Et je ne parlerai pas de numérique, ni de jeux vidéo. Notre choix aussi, parce que ce ne sont pas mes compétences, mes idées de recherche, mais aussi parce que la question du numérique a largement envahi la question de l'éducation depuis quelques années. Et ça, il me semble que pour y réfléchir, on peut prendre un peu de distance, parce que la question de l'éducation et du jeu, des relations entre les deux, est largement plus ancienne que ces 10 dernières années. Et l'objectif reste relativement humble, et je crois peut-être qu'il y a y revenir cet après-midi après la journée, que je découvrirai avec vous, c'est plutôt de proposer de fournir des outils de réflexion, d'analyse, ce que peut faire la recherche, ce qui peut essayer de comprendre un peu mieux les pratiques que l'on peut observer, les pratiques que l'on peut mettre en place, essayer d'avoir un peu des moments de réflexion sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on pourrait mieux faire. Et évidemment, dans cette logique un peu compréhensive, mon propos ne sera jamais, et j'espère ne sera pas perçu comme ça, normatif. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, je suis très loin de vos conditions de travail et de vos réalités du terrain. J'ai un sommaire que je peux vous résumer en quelques points. L'idée c'est d'avoir, sinon je vais essayer de ne pas trop dépasser. L'idée c'est d'avoir 3 points. Un premier point, je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon je ne pourrais pas être plus long sur les 2 points suivants. Le premier point, c'est de savoir un peu de quoi on parle quand on parle de jeu. Donc, essayer de revenir sur une définition qui est quasiment impossible pour diverses raisons. Et essayer d'apporter un peu les regards des sciences du jeu, plusieurs égards qui me paraissent aidantes pour approcher ce qui est le jeu et le jouer ER. Un deuxième point, plus large, ce qui se fait sur le faire jouer, faire entre parenthèses, et comment des professionnels sont amenés, accompagnés à aménager des espaces ou à essayer de faire jouer des enfants ou des jeunes ou des adultes. Donc c'est une manière d'approcher la complexité du jouet, donc si vous l'avez mais aussi de voir un peu la question du poids du contexte, qui est essentiellement et voire fondamental. C'est ce que j'ai raconté juste avant. Et voilà. Et donc, après, il y aura quelques lignées d'observation de terrain que j'ai pu mener de recherche sur l'animation, mais aussi des vignettes tirées de travaux sur l'enseignement, sur le fait que animer un jeu, ça n'a rien d'évident. Et enfin, dernier point, on verra comment ça se passe, mais c'est comment on peut interroger la relation entre jeu et apprentissage, et notamment un cas qui me paraît essentiel à aborder, c'est la question de la maternelle. Jouer, de quoi parle-t-on? J'en suis sur la première partie. Et peut-être quelques éléments, une définition difficile. Donc c'est la diapo 5. L'idée déjà, c'est que quand on parle de jeu et qu'on emploie le terme jeu ou le mot jeu, c'est souvent utilisé comme une métaphore. Donc on parle du jeu pour évoquer d'autres choses. Donc je vous ai donné quelques exemples qui arrivent. De titres de presse récents qui utilisent la métaphore du jeu pour décrire autre chose. Donc pour l'association patrimoine commun, le droit c'est un jeu d'enfant, tiré d'un article de France 3. Devoir, scolaire, un jeu d'enfant et de parents, titre du Mythe libre. Quand l'opéra devient un jeu d'enfant, Figaro, donc vous voyez bien le pattern qui apparaît, c'est que l'expression jeu d'enfant permet de simplifier, voire de paraître beaucoup plus simple, la question de la pratique considérée. Le jeu politique apparaît plus incertain que jamais, atomisé en grande fragilité, donc ça c'était un titre par rapport à la politique actuelle et la minorité du gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc c'est là où la politique pourrait être associée à un jeu. Et on peut se demander effectivement si la métaphore est adéquate ou pas. Ou de la même façon, le jeu de la guerre, qui est un livre célèbre, mais qui peut être aussi souvent cette métaphore du jeu appliquée à la guerre. Donc vous l'avez encore dans le conflit et la guerre en Ukraine, où Poutine accuse l'Occident d'un jeu dangereux. C'est là aussi, on peut se demander en quoi la métaphore du jeu est utile pour illustrer ou associer les pratiques guerrières à une pratique qu'on pourrait paraître plus enfantine et plus philosophe. Donc c'est une citation que j'aime bien d'Olivier Grandjouan, qui est un philosophe,
dans les années 60 qui dit celui qui entreprend de parler du jeu en général est comparable à quelqu'un qui voudrait parler des étoiles et traiterait non seulement des astres lointains et en même temps que des étoiles filantes, mais aussi des étoiles de mer, qui sont une décoration de la place de l'étoile et des vedettes de la scène ou de l'écran. Donc c'est là où, si on se résume à parler du jeu de manière très générale et sens unique, on parle de tout et n'importe quoi et ça devient très difficile de savoir de quoi on parle. Il y a une chose, le dictionnaire devient rapidement inutile, parce que le jeu est une chose dont chacun parle, que tous considèrent comme évidente et que personne ne parvient à définir. Ce n'est pas en lisant l'article jeu d'un dictionnaire que l'on apprendra, si l'on sait déjà ce que c'est que jouer. Dans ces textes de ce genre, le jeu semble toujours dire aux lecteurs qui sont en train de s'instruire, tu ne me chercherais pas si tu m'avais déjà trouvé. Donc c'est là où même, pour donner un exemple de Littré, qui est un dictionnaire assez célèbre de français, il y a plus ou moins 26 ou une trentaine d'acceptions du mot jeu, qui témoigne aussi finalement d'un mot qui est utilisé pour représenter plein de situations et plein de choses. Je vais passer rapidement sur la citation de Southern Smith, qui est un chercheur anglais relativement très célèbre, si ce n'est en France, qui montre bien la difficulté à tenir une théorie qui parlerait à la fois des jeux de l'enfant qui poussent des petites voitures, mais aussi des jeux des adultes qui jouent au golf à la retraite, ou des jeux des soldats dans les tranchées en attendant la mort, ou d'autres situations autrement peu amènes. Donc c'est toute la difficulté de se dire, ben voilà, j'ai une théorie du jeu qui permet d'expliquer toutes ces situations, toutes ces complexités, qui me paraissent relativement difficiles. Pour donner quelques exemples et l'illustrer un petit peu, cette proposition, vous avez là un tableau, je pense que vous connaissez plus ou moins. Donc un tableau Bruegel, 1560, mouvement flamand, assez réaliste. Vous avez une représentation des jeux de Gargantua, vous avez des centaines de jeux d'enfants qui sont représentés. Ils ont déjà été listés, vous en avez une bonne liste sur Wikipédia qui précise à chaque fois, voilà, c'est petit groupe d'enfants, par exemple tel jeu, vous en avez quelques illustrations là. Ce sont des jeux qui sont encore pratiqués, donc ce qui interroge aussi la transmission du patrimoine ludique à bien des égards, des façons. Vous avez un cheval chaussette en haut à gauche, vous avez un cochon pendu, vous avez un saut-mouton, vous avez des toupies qui sont encore aujourd'hui utilisées, vous avez des cerceaux, vous avez une main chaude, vous avez un certain nombre de pratiques ludiques qui sont largement encore pratiquées dans un nombre de pays, et donc qui se sont transmises. Et donc vous avez dans ce tableau, et c'est ça qui est intéressant, que des pratiques ludiques. C'est parti pris, c'est le titre du tableau, il s'appelle Jeux d'enfants, et vous n'avez que des pratiques. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a, je vais passer un peu rapidement, deux personnages qui peuvent interroger ce qui se passe. Ah oui, j'ai un peu passé rapidement, je suis désolé. Mais je vais y revenir plus tard. Donc là, vous avez donc le cheval chaussette en haut à gauche, vous avez le cochon pendu, vous avez le saut-mouton, vous avez des toupies, etc. L'idée des sciences du jeu, de la diapo d'après encore, c'est d'essayer de décrire. Donc vous avez un petit livre de Jacques Henriot qui s'appelle Le jeu, qui fait moins de 100 pages, qui est trouvable en ligne facilement, et qui propose 3 termes pour différencier ce qu'on appelle le jeu de manière très générale. Le premier, c'est ce qu'il appelle le matériel ludique. C'est au sens de ce que l'on fait avec ce quoi on fait un jeu. Donc, on pourrait dire les jouets de manière générale, ça peut être du matériel quel qu'il soit, des pions, des cartes, des dés, des boîtes, etc., etc. Il y a un matériel qu'on peut appeler jeu et qui n'est pas que le seul sens du terme jeu. Il y a aussi une structure ludique, ce à quoi on joue. Finalement, il y a un certain nombre de règles, un ensemble de règles qui permettent des pièces en bois, un échiquier. Si on n'a pas la règle du jeu, des échecs, des dames, ça reste que du matériel. Donc c'est là où les règles vont permettre de organiser et suivre le jeu. Le jeu de 52 cartes, ça reste 52 cartes, mais on peut faire une centaine de jeux avec. Si vous voyez la nuance. Dans tous les cas, ça reste une structure ludique qui est possible, et il y en a des centaines, voire des quelques milliers. Avec le même matériel, on peut faire différents jeux. Et enfin, ce qui me paraît aussi intéressant et important, à côté du matériel ludique et de la structure ludique, il y a l'attitude ludique, qui est prise par la personne qui joue. Donc c'est là où on retrouve la notion peut-être de play en anglais, parce qu'en anglais vous avez au moins 2 termes pour désigner le jeu, entre game et play.
Mais vous avez la même distinction, vous avez 2 ou 3 termes en allemand, vous avez aussi en espagnol plusieurs termes. L'espagnol différencie tocar pour la guitare, des instruments pour le théâtre, de rugar qui est joué, mais vous avez aussi la distinction au portugais entre brincar et jogar. Donc quelques distinctions que vous allez voir, on pourra mettre au travail. Dans la diapo suivante, le problème, c'est qu'on peut utiliser du matériel sans forcément faire un jeu et sans forcément jouer. Donc c'est là où, on a un exemple personnel, hein, mais devant un échiquier ou un jeu d'échecs, il m'est très difficile de jouer parce que je trouve cette pratique-là un peu particulière et ne m'intéresse pas plus que ça. Mais on peut aussi jouer finalement sans utiliser du jouet ou même des objets joués. Typiquement, il y a un certain nombre de pratiques ludiques qui ne s'appuient pas sur des supports ou des règles particulières. C'est très flagrant chez des jeunes enfants. Vous pouvez voir des enfants qui marchent et des enfants qui jouent à marcher. Sans marcher sur les lignes, en marchant que sur les lignes. Traverser un passage piéton peut devenir un jeu, ou on peut simplement traverser un passage piéton. Donc c'est là où c'est toute la difficulté du jeu finalement, qui est résumée en une phrase. On peut faire quelque chose sans jouer, on peut faire la même chose par jeu. Donc ça veut dire quelque part que le jeu n'a pas de pratique en tant que telle qui serait reconnue comme un jeu. Si je l'étends encore un peu plus, je peux jouer à tout et n'importe quoi. Voire, tout et n'importe quoi peut ne pas être fait par jeu. C'est là où se trouve la difficulté, où ça arrête et où commence le jeu, et à quel moment on arrive à circonscrire la pratique du jeu. À quel moment je joue, à quel moment je ne joue pas. Donc un autre exemple, et j'arrête avec les exemples, hein. Quand on voit un enfant qui balaye de dos, imaginons, on ne connaît pas forcément son âge, est-ce qu'il balaye vraiment ou est-ce qu'il joue à balayer? Ça devient pas si évident que ça d'avoir la réponse. Donc ensuite vous avez une petite citation de Jacques Henriot où il y a des cailloux alignés par terre, qu'est-ce que c'est? Le passant en l'ignore, et des enfants surgissent, attention monsieur, vous marchez dans notre jeu, les joueurs envolés, les cailloux retournent à l'état de cailloux. Donc c'est là où comment le sens qu'on attribue à des objets, du matériel, ou à ce qui se passe dans la réalité, est lié à des joueurs qui vont définir d'une certaine façon ce qui se passe. Vous avez une belle photo d'Hélène Lévite, un enfant qui joue dans la rue, nous passons. Et si on revient avec cette question-là sur le tableau de Bruegel, vous avez 2 jeunes filles, 3 même, qui ont des pratiques un peu particulières. En haut à droite, vous avez donc 2 jeunes filles qui s'amusent avec une déjection d'un animal quelconque. Donc, a priori, c'est un jeu, parce qu'il n'y a que des jeux d'enfants représentés. Mais la question est que pose Henriot, et plutôt la jeune fille de gauche, à quoi joue-t-elle? Je ne sais pas si vous voyez très bien cette photo. Donc, ce qui est indiqué, hein, ce qui est relevé, hein, c'est qu'elle urine. Donc, est-ce qu'elle peut jouer à uriner? Donc, c'est la diapo d'après, qui me paraît importante à garder en tête. Il n'y a pas de jeu sans jouer, pas de jouer sans joueur. Dans le sens où finalement, ce qui donne sens au jouet, c'est le joueur qui aura défini et décidé de quoi il allait jouer. Ce qui devient un peu compliqué, vous allez le voir, quand on parle d'éducation. Donc le jouet n'existe jamais qu'à une façon de conscience seconde, la duplication du sens, on saute un ruisseau et l'on joue, on ramasse du sable et l'on joue, le déchiffreur du sens imagine plus qu'il ne perçoit, je ne se vois pas, il se connaît. Donc ce n'est jamais simple ni évident de savoir si les personnes devant moi jouent effectivement ou s'ils ne sont qu'en train d'explorer quelque chose. Il y a des travaux extrêmement intéressants de Corinne Hutt, une psychologue américaine, qui a cherché à savoir si des jeunes enfants jouaient effectivement quand ils explorent finalement des objets du matériel, quels qu'ils soient. Est-ce qu'ils explorent simplement les formes et les objets, etc. ou est-ce qu'ils jouent avec déjà ce matériel? C'est là où la frontière vraiment, c'est jamais simple à établir de fait. Notre exemple, vous avez là une couverture assez relativement célèbre, qui montre aussi la variabilité, ou du moins la variation de ce qu'on considère comme jeu, à travers les âges. La guerre des boutons, je pense que vous connaissez tous le roman de Pergaud, qui a été réalisé en film il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un peu longtemps quand même, qui raconte des histoires assez particulières de 2 bandes rivales entre 2 villages. Et vous connaissez un peu tous ce qui se passe avec justement des boutons qui deviennent
une monnaie et un trésor particulier, et il y a une guerre pour aller voler les boutons des autres, et à la fin tout le monde se retrouve à se battre ou à jouer à se battre tout nu. Ce qui est intéressant, c'est le travail de Bertrand Rotté il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On fait la diapo suivante. Il signe le BRAC 3 mois de prison, dans le sens où ce Bertrand Rotté, qui est éducateur spécialisé, allait interroger un certain nombre de personnes de la prévention spécialisée et l'éducation surveillée pour dire, ben voilà, le BRAC qui finalement séquestre un enfant, qui lui fait des sévices divers et variés. Si on recadre toutes les pratiques des enfants de la guerre des boutons sous des cadres ou une vision juridique, un certain nombre de personnes s'accorderaient pour dire qu'ils pourraient avoir pour être. Donc c'est là où ce qu'on peut percevoir comme jeu, ou ce qui peut avoir du sens comme jeu pour des personnes, peut être perçu et recadré comme autrement plus discutable, voire condamnable. Donc c'est là où finalement la vision qu'on a du jeu ou de la pratique ludique est quand même très variable et qui nécessite de la recontextualiser dans un sens historique et des évolutions que peut avoir la société française en particulier et sur un temps plus long européenne. Dans la diapo suivante, vous avez un ouvrage sur la thèse d'état de mon directeur de thèse, donc Gilles Rougère, qui parle des relations entre l'éducation, et au moins 2 points sur lesquels je vais aller assez vite. C'est comment le jeu a été rattaché à l'idée ou à l'enfance et à l'éducation de manière très récente, sur un sens de temps long. C'est une idée qui date du romantisme allemand, donc fin 18e, 19e, où finalement, avec Richter et d'autres, les comtes d'Ottmann en particulier, il va y avoir cette valorisation, ce rattachement de l'enfance et du jeu, et notamment cette relation à la nature. C'est naturel pour les enfants de jouer, et ça devient quelque part leur travail. C'était les citations de Calormar, notamment en France, mais aussi la même citation qui est assez curieuse en Angleterre, de personnes qui ne se connaissent pas, de Susan Nivek, qui est notre psychologue et pédagogue anglaise. Donc c'est là où on a une vision qui commence à se construire sur le jeu, c'est le travail de l'enfant. Le jeu et l'enfant, c'est de fait un lien naturel, ce qui n'était pas vrai auparavant, où finalement la question du jeu, notamment des jeux d'argent, était largement condamnée moralement. Il y avait d'autres considérations, notamment dans l'Antiquité ou dans d'autres sociétés, mais je passe là tout ça là-dessus. Et simplement, cet rattachement à l'enfance va être largement popularisé avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Friedrich Frobel, qui va notamment créer les Jardins d'enfants et Kindergarten en Allemagne, qui va être une pensée qui va se largement diffuser et se développer en Europe, notamment en France. Et c'est là où, en écho avec ce que je disais juste avant, on peut avoir une tendance à idéaliser le jeu, avoir une vision un peu mythique et progressiste finalement. Le jeu est forcément bon, naturellement bon. Les enfants, et c'est en lien aussi avec cette image qu'on peut avoir, cette représentation de l'enfance comme innocence, avec cette représentation très rousseauiste, que l'enfant naît innocent, c'est la société qui le corrompt. Rousseau qui va s'inscrire aussi dans la tradition de Froebel et d'autres du romantisme. Donc c'est là où on a cette tendance un peu à voir le jeu comme de fait intéressant. Et ce qui est assez curieux, mais c'est d'autres travaux d'un collègue anglais, Peter Smith, qui montre bien comment la question des jeux de bagarre a toujours été écartée, occultée, gentiment mis de côté par un certain nombre de psychologues, notamment français, pour dire ces jeux-là ne sont pas des jeux finalement, ou ces jeux ne m'intéressent pas, je vais en retenir d'autres, alors même que les enfants jouent à se bagarrer et le disent très clairement et l'expriment sans aucune difficulté. Et donc en plus, si on s'intéresse à ces pratiques-là, il peut y avoir de l'intérêt en termes de développement et de compétences des passants. De la même façon, on a tendance aussi à oublier que les jeux adultes jouent. Donc c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a un certain redéveloppement de la pratique ludique chez les adultes. Mais même chez eux, on retrouve les mêmes pratiques, notamment du jeu de bagarre. Je ne sais pas si vous avez assisté ou parcouru ces pratiques-là, mais il y a un très bel article de Chartier qui parle des événements qu'il y a pu y avoir il y a quelques années sur des places publiques où il y avait des centaines de polochons ou de coussins qui étaient déversés, il y avait des espèces de bagarres monumentales, de batailles de polochons. On se pose plein de questions finalement sur le jeu de bagarre, qui est finalement à quel moment on est sur la bagarre et à quel moment on est sur la bagarre ludique. Je joue à me bagarrer ou je me bagarre vraiment. Et cette frontière-là est toujours très sensible et il faut pouvoir jouer à se bagarrer pour pouvoir explorer justement cette frontière. Donc, ce qui fait un peu écho à ce que disait peut-être Jérôme, tous les jeux ne sont pas forcément bons, intéressants, il y a des pratiques ludiques qui sont moralement condamnables, je vous passerai quelques détails, mais j'y reviendrai à la fin.
notamment parce que selon l'inscription de nos sociétés, nos regards aussi sur l'enfance et l'éducation, nos regards sur le jeu sont très variables et évoluent de fait. Voilà un peu pour faire un paysage rapide sur comment on peut approcher le jeu et comment on peut essayer déjà de décliner en plein de plusieurs jeux et des jeux qui peuvent évoluer dans le temps. Et je vais essayer de donner quelques exemples dans la deuxième partie sur comment on peut approcher une complexité de l'acte de jouer, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que s'il y a la personne qui joue, finalement, est-ce qu'on peut encore parler de jeu? A priori non, parce que ce serait tout à fait autre chose. Donc dans la suite, dans le premier point sur l'approcher, la complexité du jouet, sinon il n'y aurait pas de jeu, je reviens à ce que disait Henriot, s'il n'y a pas de jouet lié à un joueur utilisant ou pas du matériel et des structures ludiques, il n'y a pas de jeu en tant que tel. Ce que propose Gilles Brougère, c'est 5 critères qui ne sont pas une définition, il le répète souvent et je fais pareil. Ces critères-là ne sont pas une définition. Ces critères sont jamais exclusifs au jeu. D'autres pratiques sociales, que ce soit le théâtre, que ce soit écouter un concert, assister à une séance de cinéma, peuvent aussi se retrouver dans d'autres pratiques. Ce qu'il faudrait retenir, ou essayer du moins, il y a 2 critères qui sont fondamentaux, c'est les 2 premiers, qui permettent à la fois de dessiner ou de contourner, de circonscrire ce qui pourrait être le fait de jouer. Le premier, c'est le second degré. La métaphore la plus simple pour l'expliquer, c'est l'humour. L'humour, c'est un second sens qui est lié à ce que je dis. Il y a une dimension humoristique par rapport à ce que je viens de dire, au sens littéral, qui permet de comprendre, voilà, il y a un léger décalage qui fait que ce que tu dis là, effectivement, une bonne blague. Qu'est-ce que je rigole? On est sur le même sens. Ce que tu fais pour de vrai ou faux, dans tous les cas, ce que tu fais n'est pas simplement ce que tu fais, mais il y a un deuxième sens qui se colle à ce que tu fais, qui donne finalement le sens ludique à ta pratique. Tu balayes effectivement, mais dans la façon dont tu vas te balayer, dans la façon dont tu vas parler avec les autres, on comprend que tu joues à balayer. Parce que tu balayes un peu tout seul, parce que tu exagères les gestes, parce que tu le fais d'une façon, parce que tu es déguisé, etc., etc. Tu marches effectivement, mais dans ta façon de marcher, dans les façons de marcher, on comprend que ce n'est pas que marcher, il y a un deuxième sens qui s'y ajoute. Ça fonctionne à peu près pour tout et n'importe quoi. Il y a ce second degré qui permet de comprendre le sens de la pratique, qui se superpose, une couche supplémentaire de sens. Si je reviens sur les jeux de la bagarre et puis j'arrête sur les exemples, on comprend, il y a une métacommunication, c'est une référence à Batson. Ça marche aussi chez les animaux, des jeux de chats qui se battent, qui jouent à se bagarrer. Ils arrivent à comprendre que la morsure qui est faite, c'est pas simplement une vraie morsure, c'est aussi une morsure ludique, parce que la morsure n'est pas tout à fait une vraie morsure. C'est à la fois une morsure, mais ce n'est pas une morsure. Donc ce qui est tout à fait paradoxal, mais le coup que je porte à mon copain ou à ma copine, c'est pas tout à fait un vrai coup comme dans une vraie bagarre, c'est un coup ludique. Mais il n'empêche que ce sens ludique peut être très sensible parce que des enfants ne peuvent ne pas avoir la même définition de à quel moment s'arrête la frontière du jeu. Et là, ce coup-là était un peu fort, tu devrais quand même faire un peu attention. Et hop, le jeu peut reprendre. Donc le second degré est essentiel, et comme c'est une histoire de sens, la question du sens peut évoluer, peut changer, peut être partagée entre plusieurs personnes autour de la table, peut être plus ou moins discutée, peut être négociée. Deuxième critère essentiel, c'est la question de la décision. Jouer, c'est décider. Et la réalité produite par le jeu ne résulte que les décisions prises. Je décide pardon, de jouer à tel jeu, de suivre telle règle. L'exemple peut-être le plus simple, c'est les enfants qui disent « et si on… » Et de fait, en exprimant ce « et si on jouait à la maîtresse », il y a déjà ce sens qu'ils donnent à leur pratique. Moi je serai la maîtresse, que tu seras les élèves, etc. Mais ils décident aussi de, voilà, on va jouer à tel jeu, et de fait, quand on dit jouer à la maîtresse, il y a tout un univers, une culture ludique qui fait que les enfants comprennent très bien, très rapidement, à quoi ils vont. Si les enfants décident d'arrêter à un moment donné, décident ou se disent j'arrête de prendre part au jeu, parce que je suis pouce, parce que finalement ce jeu ne m'intéresse pas, parce que finalement tel copain, telle copine m'a embêté, etc. Donc je sors. Dès lors que les enfants ne décident plus, ils s'arrêtent de jouer. Ils peuvent reprendre, mais c'est une histoire de décision.
Ces deux critères sont fondamentaux parce que ça permet de différencier aussi le jeu du théâtre, par exemple, où on retrouve cet univers fictif du second degré dans d'autres pratiques, de loisirs typiquement, où ce que l'on fait peut avoir d'autres sens. Mais on peut se dire aussi, par exemple, pour aller vite, entre le théâtre d'improvisation et le théâtre plus classique, on voit bien comment le théâtre d'impro introduit une dimension ludique beaucoup plus forte, parce que finalement, il y a cette décision qui est beaucoup plus forte donnée aux acteurs et aux actrices pour dire, ben voilà, comment j'intègre le texte, comment je l'interprète, comment je joue avec, et ainsi de suite. Des deux premiers critères, il y en a trois autres qui en découlent, qui sont assez dépendants, voire largement dépendants des deux premiers. Il y a souvent des mécaniques ou des modalités, des supports qui permettent aux décisions de se dérouler. Donc c'est la question de ce troisième critère. Dans la culture ludique, dans les jeux de société notamment, mais le matériel ludique est souvent une matérialisation justement de règles et de supports à la décision, qui vont nous aider à prendre des décisions. Typiquement, le dé est un objet assez fondamental parce qu'il crée de l'incertitude et du hasard qui fait que la mécanique va pouvoir se dérouler, va pouvoir nous aider à décider. Il y a une dimension, donc l'incertitude que j'ai évoquée juste avant, c'est que si on connaît déjà la fin du jeu, il y a pas d'intérêt à jouer. Il y a forcément un certain nombre de marges de manœuvre sur le déroulement du jeu parce que, évidemment, les joueurs décident. Donc, en décidant de prendre telle ou telle option ou telle modalité, de fait, la finalité ou la fin, le déroulement du jeu est forcément inconnu parce que si je savais déjà que l'équipe de France allait gagner ou perdre, est-ce que j'allais encore passer 90 minutes à regarder le match? Je n'ai pas vu le match hier, mais mon voisin regardait ça dans le train. Et c'est là où finalement l'incertitude est importante parce que, connaissant déjà la fin du film ou du livre, est-ce que je vais passer du temps à le lire? Et enfin, une dimension importante, la priorité, où on est sur cette question de plaisir, évidemment, mais aussi il n'y a pas forcément de conséquences à ce que je fais, dans le sens où une minimisation des conséquences. Ce que je fais, si je le faisais ou pas, ne changerait pas grand-chose à ma vie ou à mon cours de l'existence, globalement, mais c'est au moins pour prendre plaisir à ce que je fais et potentiellement avec d'autres personnes. Donc dans le tab d'après, je vous rappelle que ce n'est pas une définition, et ces critères ne sont pas cumulatifs, dans le sens où il ne faut pas forcément les 5 pour qu'il y ait une dimension ludique à quelque chose. Les deux premiers sont importants, mais il peut y avoir des variations selon le contexte qui permettent d'approcher un peu la complexité. Ils ne sont pas exclusifs, ils ne sont pas que uniques et exclusifs au jeu. D'autres activités sociales les ont, notamment la question de l'éducation, j'y reviendrai. Et donc ça permet d'approcher des formes ludiques, selon s'il y a plus ou moins de second degré de décision, de mécanique, etc. On peut essayer d'approcher de manière plus fine, on va dire, la complexité. C'est ce que je vais essayer de vous montrer juste après. Ces critères permettent de dire que finalement le jeu, la pratique du jeu, le fait de jouer est une pratique essentiellement située, dans le sens où elle prend place dans une situation qu'il est nécessaire de prendre en compte pour essayer de voir comment les personnes jouent. Donc typiquement, dans une situation celle-ci, on pourrait se dire que là il y a le matériel, des jeux en soi qui ont été conçus avec une finalité ludique, avec des réflexions, avec des auteurs, avec du matériel dessiné, des règles qui ont été construites, des mécaniques pensées, mais la configuration fait aussi que cette situation peut douter d'un certain nombre de choses. On peut aussi repérer dans une situation des personnes qui sont là, des futurs ou des probables joueurs et joueuses, qui ont en eux-mêmes des expériences passées de jeu, qui ont des dispositions à jouer, qui ont une culture ludique, pour le dire de manière plus large. Entre les jeunes enfants et les adultes, nous n'avons pas toutes les mêmes façons de jouer, selon les cultures aussi occidentales, orientales et d'autres. Nous n'avons pas forcément les mêmes pratiques de jeu. Entre des personnes qui sont des habitués des jeux de gestion, des gros joueurs, comme on peut dire, des grosses joueuses, qui sont habitués à des jeux qui durent 3-4 heures, etc. Et d'autres qui sont plutôt intéressés par les jeux de rapidité. On n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes appréciations des mécaniques ou des jeux. Donc c'est là où on a des cultures ludiques qui sont très variables, qui font que dans une même situation, souvent les personnes qui sont réunies autour de la table, c'est pas dit que le même matériel rencontre le même intérêt chez tout le monde. Et donc il y a ce contexte aussi social qui va avoir une incidence aussi sur ce qui se passe.
Parce que jouer en classe n'est pas forcément la même chose que jouer à la maison. Vous l'imaginez très bien. Jouer avec d'autres camarades ou des élèves, ce n'est pas pareil que dans son canapé avec des copains et des copines avec une console de jeux vidéo. C'est là où le contexte est plus ou moins favorable aussi, où accepte plus ou moins facilement la question du jeu, ou son rapport au travail, etc. Donc en passant, parce que c'est aussi une facilité, hein, mais la question du jeu libre n'existe pas. Hein, c'est une notion qui n'a aucune valeur et scientifique mais aussi pratique en soi, dans le sens où tout contexte, c'est quand même très difficile de se dire qu'on est libre de quoi que ce soit. C'est là aussi, hein, c'est un tacle à peine déguisé à Roger Caillois et d'autres, dans le sens où le jeu n'a pas à voir avec la liberté, plutôt à voir avec la décision, parce que se dire si on est libre ou pas, c'est une question philosophique intéressante peut-être. Dans tous les cas, le jeu est affaire de décision. Il y a des situations ou des contextes où il est plus facile de décider que d'autres. Mais il n'empêche que, notamment en ce qui concerne les enfants, de fait, nos sociétés, nos contextes sont construits par des adultes. Nous avons décidé d'aménager telle et telle situation, nous avons décidé de mettre en place tel ou tel matériel, etc., etc. Ce qui fait que, finalement, le jeu est toujours une co-construction entre des adultes et des enfants. Reste à voir justement quelle marge on laisse pour que les enfants puissent décider, et dans quelle marge on laisse pour faire en sorte que les enfants puissent attribuer un deuxième sens à ce qui se passe. Et deux premiers critères, je vous rappelle précédemment, qui permettent à des personnes d'entrer dans le jeu. Donc, ça c'est la première étape. Donc j'ai posé les quelques principes de base, quelques expériences concrètes, pour essayer de mesurer un peu le poids du contexte, notamment. Vous avez quelques exemples en haut d'objets qui ont traversé les âges. Hein. Vous retrouvez la toupie, alors c'est plus tout à fait la toupie ronde de chez Bruegel, mais vous avez une toupie de Blade, une toupie d'évolution, vous avez des cartes Pokémon, des billes, des Scooby-Doo, etc., etc. J'aurais pu faire un test avec des jeux de société, des jeux de boîte, entre les jeux des années 80-90, tout le monde connaît le Uno, le Monopoly, pour la bonne paye. Si je vous mets des jeux plus récents, combien les connaîtraient? Ce serait aussi une bonne façon de savoir quelle est votre culture ludique et votre disposition à jouer. Donc juste quelques chiffres, hein, parce que c'est quand même assez phénoménal. Par rapport aux jeux vidéo notamment, il y a quelques enquêtes, hein, de collègues géographes, mais pas que, qui ont fait des questionnaires conséquents dans les années 2010-2015, sur justement la pratique du jeu vidéo, qui est relativement très massive. Hein. Après, c'est aussi un chiffre d'affaires conséquent, il y a des grosses industries derrière, mais il y a énormément de joueurs et de joueuses de jeux vidéo, en particulier chez les jeunes. Donc c'était des chiffres de 2012, mais vous aviez déjà 84% de jeunes qui jouaient à des jeux vidéo. Les jeux vidéo étant étendu, compris au sens très large. Hein. Ça va du démineur, même si des personnes disent ne pas jouer, hein, quand ils font du démineur, du solitaire sur ordinateur, mais pour autant ils utilisent un jeu vidéo. Ou à Candy Crush, ou à des applications dans le métro, jusqu'à des pratiques beaucoup plus conséquentes, hein, chez soi, ou avec des consoles, etc. De la même façon, sur les jeux de société, dans les années 90, fin 90, on pouvait compter 200 jeux de société qui pouvaient sortir à l'année. En 2017, il y en a plus de 600 qui sortent, et ça s'est largement développé encore, hein, depuis ces dernières années. Il y a des salons énormes, il y a des nombreux festivals, et des nombreuses associations de jeux et de joueurs pour les adultes. Donc c'est là où il y a une culture ludique qui se redéveloppe de manière conséquente, avec du temps passé qui a augmenté, avec du budget alloué qui a augmenté, etc., etc. Donc c'est là où il y a une explosion aussi des pratiques ludiques. Qui interroge aussi parce que est-ce que la culture ludique des enseignants et celle des élèves sont comparables et compatibles? C'est encore une question. Un autre exemple, c'est la photo suivante. Je ne vais pas la lire, hein, mais ça donne un aperçu dans le sens où cette photo, cette affiche, a été prise dans un centre de loisirs. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire qu'un centre de loisirs dans un contexte de loisirs, qui en principe est censé fournir un contexte pour que les enfants jouent, on vient à interdire du matériel ludique, donc des cartes, qui est pourtant au cœur de leur pratique ludique enfantine. Ça veut dire aussi que même dans un contexte de loisirs, il peut se passer des complications, il peut y avoir des restrictions qui viennent empêcher l'usage d'un certain nombre de jouets, de matériaux, qui permettent à des enfants de jouer.
je vous passe un peu les détails, hein, mais j'ai pas mis les photos, je les ai retirées, mais entre l'école, la cour de récréation pardon, de l'école maternelle, vous pouvez encore avoir du matériel roulant, des trottinettes, des petits vélos, etc., etc. Et la cour de l'école élémentaire, il y a un changement assez considérable de l'aménagement, des espaces, comment ils sont constitués, etc., etc. Donc, comment le contexte aussi est favorable ou pas au jeu. Et ensuite, quelques exemples de situations où on va voir des professionnels essayer d'animer des jeux avec plus ou moins de réussite. Donc à gauche, vous avez, dans les 3 diapos suivantes, hein, c'est la même construction, vous avez à gauche des animateurs et des animatrices et à droite des enseignants et des enseignants. Je vais aller assez vite parce que le temps file. À gauche, vous avez une partie de tomate, vous connaissez tous la tomate, j'espère. La partie de la tomate, c'est les enfants sont en cercle, il y a un ballon au milieu et ils doivent taper dans la balle avec leurs bras pour la faire passer entre les jambes de leurs voisins, de leurs voisines. C'est assez classique. En l'occurrence, c'est un temps, il est 11h30, c'est avant le temps de repas, c'est le temps d'activité. L'animatrice vient de finir un jeu, les enfants demandent s'ils peuvent aller jouer au foot ou à la balançoire, et elle décide, non, 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 c'est encore le temps d'activité, on va faire une tomate. Les enfants disent non, on ne va pas faire de tomate, c'est nul. Et je trouve que l'animatrice insiste, et donc elle va réunir les enfants, ils vont se tenir la main, ils vont s'installer. L'autre animatrice va expliquer les règles, hein, donc c'est un jeu qui a été joué des dizaines de fois par les enfants, il n'empêche, les règles sont précisées. Et la balle en mousse qui est utilisée, vous imaginez sans peine, hein, une balle en mousse de centre de loisirs qui est là depuis quelques années, qui est à moitié trouée, qui n'est plus vraiment sphérique, etc., etc. Donc avec toute la bonne volonté du monde, des enfants qui tapent dans la balle en mousse, la balle en mousse fait quelques tours et s'arrête un peu mollement au milieu du cercle, ce qui fait que le jeu lui-même ne fonctionne pas. En plus de ça, les enfants n'ont pas envie de jouer à ça, et donc ça dure quelques minutes, et au bout d'un moment, l'animatrice, malgré les relances et la tentative d'animer le jeu, donner un peu d'énergie aux enfants, il lâche l'affaire, il dit, ben voilà, ok, on arrête là, allez jouer librement, etc., etc., et du coup, les enfants partent en petits groupes vers ce qui les intéresse de faire, donc ils vont décider de certains d'aller au toboggan, d'autres de faire la balançoire, d'autres d'aller récupérer leurs histoires juste avant. Donc c'est là où, selon la conception du jeu, ça peut ne pas forcément fonctionner. Ce n'est pas parce que je propose un jeu que les enfants... parce que question de décision même. À droite, vous avez une enseignante, Amy, qui utilise un jeu qui a été conçu pour apprendre, qui s'appelle Problemo, notamment sur les questions de grammaire. Et là, elle l'a transformé pour faire répondre à des questions de mathématiques. Il s'avère que les enfants rencontrent des difficultés avec la formulation des questions et à répondre aux premières questions. Donc, un groupe d'enfants reste bloqué à la première case et n'arrive pas à évoluer sur le chemin comme un jeu de doigts. Hein. Et donc sont coincés, ne bougent pas et évidemment commencent à râler. Et donc l'enseignante intervient pour faire en sorte que les premiers enfants, enfin les enfants bloqués puissent continuer. Et d'autres enfants viennent à se plaindre parce que justement elle aide des enfants et pas d'autres qui eux continuent à avancer. Donc c'est là où finalement entre l'égalité face au jeu est rompue parce que l'enseignante, elle, n'a pas rompu l'égalité face à la question de l'enseignement et de l'apprentissage. Il faut bien qu'ils puissent aussi sortir de leurs difficultés et puissent aussi débloquer un certain nombre de blocage. Et donc il y a une confusion, du moins une complication entre la conception du jeu et les nouvelles difficultés qu'il a introduit avec les enfants qui sont en train de finir. Et en plus de ça, les enfants n'ont pas forcément perçu le caractère ludique du jeu, présenté comme ça. Autre situation, à gauche, donc un périscolaire, vous avez un animateur qui propose un atelier Pokémon. Donc, c'est dans le sens de la culture ludique des enfants. Hein. Tous les enfants connaissent Pokémon depuis 20-30 ans. Avec plus ou moins certains ont des classeurs remplis de 800 cartes de Pokémon. Ils n'ont aucune difficulté à se souvenir des 800 Pokémon. Hein. D'autres, c'est plus complexe. Mais cet animateur, vous avez une phrase qui me paraît importante à souligner. Qu'est-ce qu'elle est? Voilà. 1059, c'est le deuxième paragraphe. Soit on apprend à jouer correctement au Pokémon, soit c'est pas la peine et vous pouvez y aller. C'est là bien le sens de la situation qui est donnée par l'animateur. Les enfants ne sont pas là pour jouer comme ils ont envie de jouer à Pokémon. C'était en l'occurrence se montrer leurs cartes, échanger leurs cartes, parler de leur puissance, etc., etc., etc. Mais pour l'animateur, c'était bien d'apprendre à jouer aux règles telles qu'elles ont été conçues par le jeu Pokémon. Ce qui est un autre choix, une autre
orientation qui fait que les enfants ne vont pas jouer à Pokémon comme ils l'auraient entendu à ce moment-là. À droite, vous avez une autre situation. Donc c'est l'observation de Charlotte Préat qui fait une thèse sur l'utilisation de jeux en classe en Belgique. Et en fait, c'est des enseignants et des enseignantes qui font remarquer finalement que la question du loto, du domino ne sont plus des jeux connus par les enfants aujourd'hui. Donc elle propose des mécaniques et des jeux conçus sur ces mécaniques-là, et les enfants ne les comprennent pas, voire il y a un présupposé sur, comme ils savent comment ça fonctionne, cette question sera vite passée et il pourrait y avoir d'autres utilisations d'exploitation du matériel. De la même façon, une autre dit à peu près la même chose. Avant, on connaissait tous Monopoly Destin et d'autres, mais apparemment, les enfants ne jouent plus forcément à ça. C'est là où il y a un autre décalage de culture ludique, finalement, que j'évoquais juste avant. Qui fait que finalement, l'emploi d'un jeu va se rencontrer à un premier problème, c'est comme on ne connaît pas les règles, comment l'utiliser pour faire autre chose que le jeu à la base. Et un troisième exemple, sur des règles discutables. Je pourrais vous en trouver des pléthores, des situations dans ce sens-là. La question des règles du jeu pour les enfants est relativement accessoire. Ce qui est important, c'est pas tellement de respecter la règle que de jouer avec un copain ou une copine. Vous avez des centaines d'exemples où les enfants négocient sans aucune difficulté. Finalement, au Uno, comme il y a un contour blanc autour de la carte, les deux cartes sont blanches. Donc je peux la poser. Parce que l'enjeu, il n'est pas tellement de pouvoir jouer, de gagner selon les règles, que de passer un bon moment avec les copains et les copines. Ce qui est une autre considération, finalement, que peut avoir un enseignant et une enseignante. Donc, un collègue, dans les années 90, était convaincu de l'intérêt pédagogique du jeu de société, notamment. Christian Moniz a fait plusieurs expériences avec le Monopoly. Il a demandé aux enfants de jouer au Monopoly. Donc déjà, personne n'a les mêmes règles du Monopoly. Ça peut être clair. Mais ce qui était intéressant dans cette observation, c'est que finalement, dès lors que les enfants sont confrontés à un problème où il y avait un souci, où ils voulaient faire une autre action que celle proposée par l'idée, ils pouvaient largement s'arranger avec les règles pour faire en sorte de faire l'action qui les intéresse. Donc c'est là où finalement la décision devient un peu primordiale par rapport aux mécaniques. Si les enfants décident de faire autrement, le jeu le permet, c'est eux qui décident. Dans les marges et le contexte évidemment qui se posent. Tout ça pour dire, pour essayer de boucler un peu cette partie sur les difficultés que pose en fait l'usage du jeu et de faire jouer des enfants, c'est que finalement, entre des situations, entre des situations qui ont une vocation éducative plus ou moins scolarisée et une situation ludique à droite, il n'y a pas forcément une compatibilité très forte, parce que le second degré, s'il peut être partagé, j'y reviendrai, parce que finalement, j'ai rien à dire, entre les décisions que peuvent prendre les enfants sur comment ils vont jouer, avec qui ils vont jouer, selon quelles règles ils vont jouer, ça peut se confronter finalement avec l'agenda ou la volonté, les intentions de l'animatrice comme de l'enseignante. Donc comment les deux s'articulent, ce n'est jamais évident. De la même façon, les mécaniques ou les supports utilisés peuvent être similaires, vous avez un bon exemple à droite, mais il arrive aussi que, le poids donné aux règles et aux consignes, notamment dans le cadre scolaire, fait que finalement, la souplesse et la flexibilité du jeu va disparaître parce qu'on a d'autres intentions derrière. Évidemment, cette mécanique ou ces consignes vont affecter l'incertitude, parce que nos objectifs sont clairement visés vis-à-vis d'une compétence, d'un apprentissage particulier. Donc l'incertitude est réduite parce qu'on a une évaluation finale et des résultats à atteindre. Et de fait, la frivolité peut être mise à mal aussi, parce que, ce que disait très bien Jérôme, dans un contexte scolaire ou éducatif, est-ce que nos intentions est de faire en sorte que les enfants s'amusent? Ça peut l'être à des moments. Est-ce qu'à d'autres moments c'est entendable? De la même façon, c'est pas forcément le regard des collègues qui est parfois interrogeant, c'est aussi le regard des enfants. Dans la thèse de Charlotte Préat, les enfants en viennent à critiquer l'usage de jeu parce qu'ils préfèrent travailler que de faire un jeu de Uno pour apprendre le néerlandais et les chiffres néerlandais. Donc c'est là où vous avez quand même très très discutable, de la même façon qu'ils regardent les parents sur comment vous pouvez faire passer toute votre journée à jouer à des jeux. C'est là où le contexte social a un poids conséquent. Donc, entre nos formes éducatives, comment sont conçues les situations éducatives,
Et la situation ludique, il y a comme une difficulté de compatibilité qui pose plein de problèmes régulièrement, que ce soit aux animateurs, animatrices, parce que justement, c'est une partie de ma thèse, voire ma thèse, les animateurs, animatrices ont une vocation, une volonté, une intention de faire en sorte que les loisirs soient éducatifs. Donc ils vont chercher à pédagogiser leur pratique et le temps de loisir, et ça va se confronter à des envies des enfants qui sont un petit peu différents. Donc finalement, la question de la décision, l'incertitude et de la frivolité sont plus ou moins mises à mal, et peut bousculer la question de la pratique ou de la réalité du jeu vécue par les personnes qui sont dans la situation. Donc c'est là où il y a toute la difficulté entre un cadrage éducatif qui est nécessaire, qui est conçu, mais qui peut finalement venir envahir ou détruire clairement la question du ludique dans une situation. Évidemment, si on change notre façon de concevoir l'éducation, la question se pose autrement, mais on va l'aborder juste après. Un dernier exemple dans la diapo suivante, c'est un dispositif qui me paraît intéressant, parce que significatif. À gauche, vous avez une photo d'une bibliothèque qui a un espace qui a été conçu et aménagé pour que les enfants et les adultes puissent jouer. Vous avez des milliers de jeux, des aménagements, des réflexions sur comment c'est aménagé, avec des personnes qui sont là pour vous conseiller sur lesquels jeux prendre, où les trouver, etc., etc. À droite, vous avez un espace ludique au sein de la classe, qui est un dispositif de l'éducation nationale qui permet d'avoir des jeux de jouer au sein de l'école. Mais il est très bien, il est conseillé dans le guide d'avoir un espace, un lieu repéré et d'utiliser dans les temps notamment interstitiels, de transition, ou les temps de périscolaire. Et du coup, entre le fond de jeu de 15-20 jeux de l'espace ludique et les milliers de jeux de la bibliothèque, on voit bien comment le contexte est plus favorable dans la bibliothèque, parce qu'on a des professionnels, on a un temps libre, a priori, un temps de loisir qu'on peut structurer pour aller jouer, pour emprunter les jeux et jouer chez soi. On a autrement des ressources, un contexte qui paraît beaucoup plus favorable au jeu que peut l'être d'autres contextes, que ce soit dans l'animation ou à l'école. Parce que d'autres intentions aussi, évidemment, et d'autres choix. Où sont les apprentissages? Parce que je n'ai pas encore parlé d'apprentissage. Alors, il y a un bon exemple, il me semble, pour parler d'apprentissage, c'est l'école maternelle. Je vais aller très vite, je suis désolé. Dans la diapo suivante, vous avez notamment un livre qui est assez célèbre, a priori, qui est disponible en ligne gratuitement depuis quelques mois, qui aborde ce que je vais dire très rapidement en quelques minutes. Il y a des usages très variés du jeu à l'école maternelle, et je vous renvoie notamment à l'article de Christophe Joignot, qui est en bibliographie, qui présente un peu rapidement tout ça. Selon les usages, il y a notamment cette pratique du délestage, ou de la différenciation, où finalement, les points de jeu qui peuvent encore subsister ou qui peuvent encore rester, sont utilisés pour faire en sorte que les enfants qui ont déjà fini le travail demandé ou l'atelier réalisé puissent aller jouer. Donc il y a une distinction très forte entre travail et jeu, qui permet à des enfants d'aller jouer en classe sans trop de difficulté. Ça peut aussi parfois être la motivation, la carotte, simplement, pour finir un travail de manière plus rapide. Mais il peut y avoir aussi d'autres espaces, d'autres utilisations de ces points de jeu, avec des consignes plus ou moins fortes sur, ok, on va utiliser les jeux de construction, mais on va faire des tours ou des constructions selon telle ou telle consigne, notamment en utilisant que la couleur rouge ou bleue, etc., que telle ou telle forme, ou avec des consignes sur, il faut mettre la table pour 3 poupées, donc il faut utiliser tous les couvercles, etc. Je ne sais pas ces détails, mais c'est là où les usages français sont très variables par rapport à d'autres usages, notamment en Allemagne, au Japon, en Suède, aux États-Unis, où le rapport à l'enfance et au jeu, et à la petite enfance et à son éducation sont extrêmement différents. Il n'empêche, il y a une tension très difficile pour les enseignantes à l'école maternelle, entre, ok, le jeu est important, fondamental, il faut laisser les enfants jouer. En même temps, on me demande qu'il faut que je puisse maîtriser les situations, qu'ils puissent acquérir un certain nombre de savoirs à l'issue de l'année, et notamment encore plus forte pression à l'issue de la grande section, pour préparer à l'entrée à l'école élémentaire, etc., etc. Donc il y a cette ambiguïté, ce paradoxe sempiternel, qui est depuis très longtemps posé, entre comment faire en sorte que les enfants puissent jouer, parce que c'est ce qu'on me demande de faire,
et que je puisse aussi leur enseigner des choses. Dans la diapo suivante, vous avez une situation de Jeanne Girard que vous connaissez peut-être, donc qui a été la collègue de Pauline Carbonard, qui avait résolu ce problème. Comment donc concilier ce besoin de jouer qui est irrésistible chez l'enfant avec l'éducation qu'on doit lui donner? Tout simplement en faisant du jeu le moyen d'éduquer l'enfant. Le jeu est pour l'enfant un but en lui-même, qui doit être pour nous un moyen. D'où ce nom de jeu éducatif qui tend à prendre de plus en plus de place dans notre langage de pédagogie maternelle. Donc c'est là où on a une hybridation qui est créée de toutes pièces et qui a du sens. On ne peut pas laisser les enfants jouer et on ne peut pas les éduquer, les enseigner comme en élémentaire. On va créer un entre-deux hybride qui est un jeu éducatif. C'est un moyen pour nous et les enfants auront a priori l'impression de jouer. Et donc c'est dans un certain nombre de paradoxes qui découlent de ce principe où on peut interroger un certain nombre de choses. Si on en avait vraiment confiance dans le jeu de l'enfant jouant, il serait tout à fait inutile de concevoir un matériel spécifique qui s'appelle jeu éducatif. À quoi bon les jeux éducatifs si le jeu est éducatif en lui-même? Donc ça veut dire que tous les jeux ne sont pas intéressants, ça veut dire que seuls les jeux éducatifs seraient éducatifs. Ça pose plein de questions derrière sur qu'est-ce qu'on considère et comment on considère le jeu, et évidemment les pratiques des enfants. Donc c'est aussi une invention tout à fait ancienne. 1920, Nathan crée les premiers jeux éducatifs et les vend. C'est là où il va créer un matériel spécifique qui n'est ni tout à fait ludique, mais qui affiche un caractère éducatif parce qu'il va mobiliser des chiffres, il va mobiliser des lettres, il va mobiliser des mécaniques cognitives qu'on peut repérer parce qu'on les voit en elles-mêmes. Donc c'est là où on peut se demander si le jeu est utilisé simplement pour faire jouer les enfants, qui passent un bon moment, ou est-ce qu'il est utilisé pour engager les élèves au travail et les mobiliser sur des tâches, quelles qu'elles soient. Et l'école maternelle a du mal à prendre une décision. Il y a eu des programmes très variés et des choix politiques qui ont été faits en 1986 notamment, avec une orientation très forte liée à l'élémentarisation de l'école maternelle. En 2015, il y a eu des variations notamment avec un autre travail qui avait été mené notamment par une collègue, Pascal Garnier, qui essayait de remettre en place, ou donner une place du moins au jeu libre ou à la pratique du jeu en école maternelle, à côté d'autres pratiques de jeu structurées et dirigées. Ces programmes ont été changés en 2017-2018. Donc c'est là où il y a tout un tas de discussions et négociations sur quelle place on donne au jeu. Et derrière la place au jeu, c'est en fait la place que l'on donne aux enfants dans un contexte éducatif. Et je ne pourrais pas aborder la suite, je reviendrai peut-être dessus ce soir. Finalement, quelle place on donne aux décisions des enfants, aux initiatives des enfants dans nos pédagogies, ce qui est un tout autre débat que la question de l'usage du jeu. Je m'arrête là pour ne pas trop déborder sur la matinée, sinon on risque de déborder et d'être un peu tard. Alors, si ça pose un souci particulier. Vous pouvez prendre 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Oui. Alors je continue un petit peu sur l'école maternelle et moi je finis ça. Donc, dans la diapo suivante, il y a une autre dimension qui me paraît intéressante, c'est que les enfants jouent à l'école, mais pas forcément aux jeux que l'on aimerait auxquels ils jouent. Donc c'est là où je me réfère à un certain nombre d'observations qui sont déjà très anciennes. Elle n'est pas citée ici, mais il y a Nancy King dans les années 70 qui a fait des observations dans le préscolaire américain qui sont très intéressantes. Et vous avez aussi Christina Marinova et une collègue française, dont j'ai oublié le prénom, Lebrun Jensen, qui a fait à peu près les mêmes observations. Il y a une culture ludique des enfants dans le dos des enseignants et des enseignantes. Tout le monde le sait, rien n'est pas une surprise. Dans tous les cas, il y a des pratiques de jeu qui s'insèrent dans les interstices, entre des moments de regroupement à l'école maternelle, ou au moment de regroupement, entre les transitions entre la classe et le réfectoire, au retour en train. Voilà. Parfois dans le prolongement des activités proposées par l'enseignante, et des exemples assez amusants où il y a une fiche à remplir par les élèves, où il y a notamment une voiture qui est dessinée avec des rails, et donc un enfant commence à faire le bruit de la voiture et à partir avec la feuille. Donc il joue avec l'objet, il n'empêche que ce n'est pas forcément ce qui est attendu et demandé par l'enseignante. Parfois l'exercice qui est proposé va mobiliser un matériel ludique, donc il y a un jeu de construction qui est utilisé, il y a des pièces de Kappa qui sont utilisées, et finalement l'enfant va jouer avec les pièces et transformer l'usage des pièces en autre chose, et sans forcément répondre à la consigne qui est demandée par l'enseignante. Voir un autre exemple qui est amusant,
Pour aller aux toilettes, les enfants doivent marcher et ne pas courir dans les couloirs, ce qui est une règle sempiternelle qui est répétée dans toutes les institutions éducatives. Donc des enfants vont jouer avec la règle, ils vont dire ok, je vais y aller en marchant, mais d'une manière tout à fait volontairement ralentie. Et donc il va mettre 15 minutes à aller aux toilettes, ce qui lui permet de dire autre chose, évidemment, en dehors de la classe. Et toutes les pratiques qui peuvent se passer dans le dos de l'enseignant, et donc ça se développe largement aussi au collège ou au lycée, où finalement il y a un certain nombre de pratiques qui se transmettent aussi entre élèves, sur les défis qui peuvent se lancer entre dès qu'elle a le dos ou qu'elle peut tourner, il faut se lever, monter sur sa chaise, sur sa table. Il y a un pléthore d'exemples qui existent, mais qui font aussi référence à d'autres pratiques ludiques qui font partie du folklore enfantin et juvénile, notamment dans une provocation à l'ordre adulte, de manière large. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des anthropologues. Il y en a quelques exemples sur les blagues téléphoniques. Je ne sais pas si vous avez vécu cette partie-là de votre adolescence. Prendre le bottin et appeler plus ou moins quelqu'un par hasard ou avec un nom particulier. Sonner à une porte et partir en courant, il y a plein d'exemples. Ou un certain nombre de pratiques de jeu à la cantine, donc on peut jouer avec la nourriture sans pour autant que ce soit permis. Donc c'est là où les enfants jouent, notamment à l'école, mais est-ce que ces pratiques ludiques nous intéressent-elles? C'est un autre débat. Une autre question, du moins que pose le jeu à l'éducation et à l'école. Et je clique sur la question de l'apprentissage, sinon je vais vous noyer largement. Donc, ce que je peux dire rapidement en conclusion de cette matinée, c'est un peu la dernière diapo. Voilà, très bien, merci. On a souvent tendance à unifier le terme « le jeu » pour dire qu'en fait, cacher un certain nombre de pratiques qui sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et en plus de ça, on a tendance à l'idéaliser, voire à les mythifier, alors que finalement, il y a des pratiques de jeu qui ne nous intéressent pas forcément. Disons rapidement. Faire jouer des enfants, des adultes, ou même des jeunes, n'a rien d'évident, même pour des animatrices et des animateurs, dans un contexte de loisirs. Donc on peut imaginer aussi dans un contexte d'enseignement qui n'est pas encore, il me paraît plus difficile encore. Et en plus de ça, ça me paraît compliqué de composer avec un contexte de nécessité sociale ou une mission qui est attribuée à l'école, qui cherche à éduquer et à instruire les enfants. Donc de fait, jouer interroge la place des initiatives laissées aux enfants dans le cadre de la pédagogie. Mais là, il y a plein de pédagogies préscolaires, notamment en Italie, avec Reggio Emilia et d'autres pratiques qui justement interrogent cette question-là. Et il me semble, et ça c'est une idée que je reprends de Gilles Brougère, que le terme ludique et l'emploi démultiplié de la notion de ludique me semble être aussi un moyen aujourd'hui pour essayer de résoudre d'une autre façon, finalement, les paradoxes que pose le jeu à l'éducation et à l'enseignement. Finalement, le domaine du ludique cache le mot jeu et annonce quelque chose qui pourrait avoir les attraits, les appareils ou des mécaniques prises au jeu, sans forcément annoncer un jeu. Et éviter aussi, finalement, les critiques que l'on pourrait faire au jeu, parce que finalement, il n'y a pas à utiliser du jeu à l'école ou dans l'éducation. Donc ça ressemble à du jeu sans en être vraiment. Et ce qui permet aussi d'assumer une position vis-à-vis d'élèves, d'enseignants, de parents et d'autres personnes. Mais ça, c'est une hypothèse qu'il faudrait préciser avec plus de détails. Et je m'en vais. Vous avez quelques références ensuite, mais vous aurez le diaporama pour les retrouver en ligne. Merci beaucoup Baptiste. Il y a peut-être des questions maintenant. Y a-t-il des questions? Peut-être que... Non, c'est pour un des micros. Okay. Oui, justement. Je travaille avec mes élèves sur le Serious Game. Est-ce que vous pouvez prendre le micro comme ça, ça passera Bonjour, je travaille avec mes élèves sur le Serious Game dans le cadre du chef-d'œuvre. Je suis professeure design et métier d'art. J'ai commencé l'année dernière avec une classe de terminale électrotechnique. Donc la place du jeu, ça a été que ce soit eux qui ont créé le jeu.
Donc il y a toute cette partie et la partie test. Donc l'année dernière, je m'étais inscrite aux dégustions cognitives. Donc j'ai présenté ce projet dans le cadre du petit mémoire. Et j'ai pu faire tester le jeu donc à cette classe-ci, mais aussi à toutes mes classes d'électriciens, dont les secondes et les premières. En tout, il y a eu 4 classes. Et donc j'ai eu quelques résultats. Et cette année, je continue avec ma nouvelle classe de terminale où on intègre la domotique. Et donc c'est pour avoir votre avis sur, on va dire, les serious games, et aussi votre avis sur l'escape game. Vu que l'escape game, on peut l'avoir aussi sous forme de livre. Ma réponse va être assez rapide, dans le sens où serious game, les jeux sérieux, la gamification, sont des pratiques qui, il me semble, renvoient toujours à cette vocation à utiliser du matériel ludique ou un support des mécaniques ludiques pour les réinsérer dans une autre pratique, une autre visée qui est pédagogique, visant les apprentissages. Et il me semble qu'on est toujours sur ce choix, cette tension qui est liée à Erasme en particulier, cette ruse pédagogique. Je donne à faire quelque chose qui paraît, utilise, réemploi du jeu, sans pour autant que ça en soit vraiment, et sans pour autant que l'attitude ludique ou la pratique de jeu soit la première visée, ou la première intention. Et on retrouve ce paradoxe, à quoi bon créer des jeux sérieux si on considère que le jeu est éducatif en lui-même? Et là, ce paradoxe-là, il reste et il restera. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est renvoyer au travail de Emmanuel Savignac, qui a fait un très bel ouvrage sur justement cette question de la gamification et qu'est-ce que ça interroge sur les pratiques pédagogiques. Et les escape games, on retrouve en fait d'autres pratiques. Il me semble que tout jeu peut être inséré dans un contexte pédagogique. Et il me semble que la question c'est de savoir est-ce qu'on veut y jouer. Dans ce cas-là, il me semble que ce sera compliqué. Sauf pour certains enfants ou certains jeunes qui ont l'habitude et apprécient ces mécaniques. Et si on veut apprendre, il me semble que l'emploi du mot jeu peut paraître parfois extensif, voire plus ou moins rusé, pour faire en sorte que des enfants et des jeunes considèrent qu'ils vont jouer alors que notre objectif et notre intention est tout à fait différente. Voilà ce que je peux dire rapidement. Mais c'est de la même façon, pour étendre ça à d'autres choses que le jeu, quand on fait rentrer du livre à l'école, quand la littérature jeunesse et l'école maternelle et le livre de manière générale au collège au lycée, quand on fait rentrer des films en classe, quand on fait rentrer du théâtre, quand on fait rentrer des médias, quels qu'ils soient en classe, ils sont transformés par nos usages. C'est la même chose pour le jeu. Voilà ce que je peux dire de manière globale, de manière plus générale. Merci. Disons que mon expérience par rapport à ce serious game, c'est quand même, les résultats, c'est par rapport à la mémorisation à long terme et la mémorisation de travail. Donc, vous allez faire la transition puisqu'on va bientôt donner la parole à Monsieur Bors. Une autre question? Est-ce que vous avez pu observer des ateliers de jeux de société? Moi, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà animé dans mon lycée, par exemple, où on essaye un peu de recréer l'ambiance d'une ludothèque, justement. Est-ce que vous avez pu observer ça? Non, parce que je n'ai pas travaillé sur l'enseignement, les institutions scolaires en tant que telles. Mais il me semble que ce qui peut se passer dans des foyers socio-éducatifs, dans d'autres espaces, collège et au lycée en particulier, effectivement, il y a des ludothécaires, des ludothèques qui vont intervenir dans les écoles ou dans les établissements scolaires et qui vont rechercher à créer un espace dédié à la pratique de jeu. Ça peut fonctionner sans aucun souci. Dans une équipe de professeurs, par exemple, une centaine de professeurs, dans un établissement, il y a toujours des joueurs, des vrais joueurs s'internent dans leur vie privée. Et j'ai quand même vu des initiatives qui étaient gratuites, entre guillemets. Alors bien sûr, il y a toujours une visée éducative, mais je me demandais si pour une fois, elle ne passait pas derrière la visée ludique. C'est possible, effectivement. Après, c'est à voir plus finement dans quel contexte. Si c'est sur un temps périphérique à la classe ou périscolaire, effectivement, comme il y a moins cette intention, cette vocation à enseigner un contenu disciplinaire dans le cadre d'un programme, la place donnée aux élèves et aux pratiques des élèves peut être beaucoup plus large. Et donc, effectivement, si j'ai un fond de jeu conséquent et que des enfants ou des jeunes peuvent choisir quel jeu
peuvent être accompagnés par un professionnel ou une personne qui connaît les règles du jeu, qui facilite cette entrée dans le jeu. Il n'y a aucune, a priori, différence à ce qui pourrait se passer dans une bibliothèque ou dans un lycée. C'est là où aussi le temps pour lequel s'inscrit cette pratique a une vocation à permettre de jouer, pourquoi pas, effectivement. Dans votre contexte, la question du second degré de la décision peut être beaucoup plus réduite, et donc l'entrée dans le jeu est moins facile. Mais on peut effectivement trouver des espaces à l'école, comme au collège ou au lycée, des espaces pour jouer sans aucune difficulté. Merci beaucoup pour ce panorama global qui nous permet de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la question qu'on partage aujourd'hui. On vous propose juste de réagir le temps de faire la transition, parce que là vous allez découvrir 2 capsules vidéo, donc il faut juste qu'on les mette en place au niveau de l'ordinateur, de réagir sur une application, donc là numérique. Voilà, ça sera une petite étape pour garder aussi ce qui vous semble important par rapport à ce qui a été dit. Vous pouvez vous connecter si vous le souhaitez sur menti.com, tapez le code qui est à l'écran, 59 53 50 81, pour réagir à la conférence sur cette question de école, jeu, c'est sérieux, apprendre en fonction de ce qui a été proposé par Baptiste Bespatin ce matin. Et on va préparer la suite, donc on va passer d'un grand panorama historique, sociologique, à quelque chose de beaucoup plus précis, puisqu'on va rentrer dans le cerveau. Donc là, on va être sur un spectre beaucoup plus étroit et beaucoup plus resserré, pour voir un petit peu précisément ce qui se joue par rapport à la pratique ludique et le cerveau quand on apprend avec des élèves. Voilà, donc on prépare tout ça et on vous retrouve dans quelques minutes.